Parlons Éco, de la Vigne et des Hommes, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans De la Vigne et des Hommes. Nous sommes au-delà d'Angoulême, on se dirige vers Bordeaux et nous avons bifurqué sur la droite à côté de Beigne Sainte-Radegonde. Et justement, nous sommes à Sainte-Radegonde pour retrouver quelqu'un avec qui nous avions fait une émission, ça date, avant le Covid, monsieur David Mimoun, qui à l'époque était venu nous présenter au studio un cognac bio. Et derrière ce cognac bio, ce qui m'avait frappé, c'était le mot vivant qui structure cette filière de bio et qui n'est pas que sur le cognac. Aujourd'hui, dans cette émission, vous allez découvrir d'autres produits et cette filière si particulière, mais qui est aussi une aventure humaine. Et nous allons retrouver immédiatement ici à Beigne-Sainte-Radegonde David Mimoun, qui aura comme invité un de ses associés et qui va nous raconter son histoire, cette histoire du vivant. Bonjour David. Bonjour. Alors, on est ravis de vous retrouver pour cette émission de la Vigne et des Hommes, où nous parcourons le département et au-delà à l'histoire du cognac, mais on élargit de temps en temps pour ce monde où les hommes et les femmes, on a fait beaucoup d'émissions avec les femmes, notamment du cognac, à travers le livre d'une de nos amies. Mais là, ce que je voudrais, c'est que vous nous racontiez cette histoire. Pourquoi ce mot vivant, d'abord? Parce que je crois que c'est ça qui structure tout. Et j'allais dire, avant de vous laisser la parole sur le morceau de barrique, le fond de barrique qui est devant moi, on voit bien ce logo qui est avec des racines et avec des feuilles. Et au milieu, il y a vivant. C'est donc un morceau de liane de vigne qui s'égaie dans la nature et puis qui plonge ses racines au plus profond de la terre. Et le petit mot, c'est faire de chaque gorgée une fête des sens, une offrande à la terre, un chant d'amour à la vie. Je crois qu'on pourrait s'arrêter là dans cette émission, mais on va aller quand même un petit peu plus loin, sinon ça va être trop court. Alors David, racontez-nous cette histoire qui est aussi une histoire humaine, la vôtre. Tout à fait. Je suis arrivé en Charente il y a une douzaine d'années et je n'y connaissais absolument rien, ni au spiritueux, ni au cognac. Donc j'ai découvert en arrivant qu'il était possible de produire en fait des spiritueux, et notamment du cognac, sans détruire le vivant. Donc sans chimie sur les sols, garder des sols vivants, sans additifs dans les produits, sucre, caramel, boisé, épaississant et autres additifs, et en ayant un produit qui ne soit pas standardisé, mais toujours vivant, c'est-à-dire différent d'un millésime à l'autre, d'une année à l'autre. J'ai découvert ça. Et c'est ce qui m'a donné l'envie de créer la société Vivant. Avec pour premier élan, l'élan d'amour qu'on a pour la nature, l'élan d'amour qui traverse les gens, quel que soit le sujet, quelle que soit l'orientation. C'est en partant de là, en fait, que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. C'est-à-dire que je n'avais jamais rencontré sur ma route un spiritueux qui prenait en compte l'aspect environnemental, sociétal et social dans la production, dans la gestion de l'entreprise, dans la gestion avec les employés. C'est ce qui m'a donné envie de démarrer. Et ensuite, j'ai trouvé, heureusement, des énergies qui m'ont aidé. Alors, vous auriez pu trouver aussi de la betterave bio, je ne sais pas, ou d'autres produits. Pourquoi les spiritueux ? Alors, vraiment, ma vie n'est faite que de rencontres et des aléas du vent et de là où je suis, vraiment et foncièrement. Et je suis arrivé, de par ma vie personnelle, à vivre en Charente, à découvrir le raisin et le cognac qui est passé. J'étais dans le secteur du vin au préalable, mais je connaissais le vin, mais pas du tout les spiritueux. Il se trouve qu'en Charente, il pousse des genévriers, spontanément. Lorsque l'on n'industrialise pas l'agriculture, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de monoculture et qu'on rase absolument toutes les haies, le genévrier vient spontanément. L'orge y pousse très bien également. C'est de là qu'est venue l'idée de produire du gin et du whisky.
Donc une gamme de produits aujourd'hui que j'ai devant moi, hein, on va revenir. À l'époque où je vous avais interviewé, vous aviez le cognac, Croix, hein, c'est ça, Delcroix. Et aujourd'hui, j'ai devant moi d'autres produits que sont le whisky, le rhum, effectivement le cognac et puis le gin. Tout à fait. On a une réalité économique qui est aujourd'hui en France, notre but c'était de développer, de faire redécouvrir en France des spiritueux produits en France avec des matières agricoles françaises. Et l'idée c'était de faire découvrir ça. Le cognac était le premier élan qu'on a eu, mais la réalité c'est que les gens consomment du whisky, du gin. Et qu'on a des agents commerciaux indépendants en France qui ont besoin d'une gamme de produits. Donc on est toujours partagé entre l'élan d'amour et de lumière et la réalité économique. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu faire tout ça tout seul, que Patrick Pech est là avec moi, parce qu'on peut avoir des élans et puis il y a la matière. Et donc c'est conjuguer un petit peu tout ça. Alors, on a créé donc ces produits-là sous différentes identités, parce qu'on travaille en national avec Biocoop, avec d'autres chaînes bio, avec des chaînes de magasins. Et donc on a créé différentes identités, différents visuels, différentes recettes, différents assemblages. Alors tout ça ne s'est pas fait tout seul, hein. Si on part de l'histoire première, vous arrivez en Charente, dans la région de Chalais, et puis vous vous mettez avec un agriculteur, un céréalier, puis un vigneron, pardon, oui. et vous faites votre premier cognac. Et ensuite, comment ça a évolué? On arrivera à Patrick Pech tout à l'heure pour, j'allais dire, la dynamisation de votre histoire. Eh bien, c'est toujours rassembler les énergies. Donc, en fait, au moment où je réalise qu'il pousse d'autres choses et qu'on peut faire d'autres choses, je rencontre d'autres agriculteurs qui font des céréales, qui font de l'orge. Pierre Bousseau en premier, à Salles-la-Valette. Je me rends compte que les genévriers sont partout et donc il faut fédérer, rassembler toutes ces énergies-là pour arriver au produit final. D'accord. Et après, comment ça a évolué? Par exemple, la période du Covid, comment vous l'avez vécu et à quoi ça vous a servi, entre guillemets? La période du Covid, pour nous, elle nous a servi à mettre de la lumière sur beaucoup de choses. Intérieurement, parce qu'on se retrouve plus avec soi-même, si on n'y travaillait pas déjà, mais le Covid, il a été important pour les cavistes. Ouais. Ça a été un travail, donc les cavistes avaient beaucoup d'activités, hein, on le sait. Pour nous, il n'y a pas eu de gros changements structurels. On en a profité pour faire connaître de différentes manières notre travail. Mais voilà. Rien de particulier. Nous, rien de particulier. Je voyais plus ça comme de la méditation, comme un temps de recul, effectivement, pour pouvoir avancer. Alors, je vois que Patrick, ça le démange de parler. Alors, Patrick, vous l'avez rencontré à un mariage, vous l'avez dit, hein, vous allez comme la feuille au vent, et puis tout d'un coup, d'accord, vous vous êtes trouvés, mais on va... Alors, Patrick, vous vouliez dire quoi? On va vous présenter juste après. Je voulais juste parler de la période Covid de réflexion sur nous-mêmes, mais pendant cette période Covid, les cavistes et tous les métiers de vin étaient considérés comme essentiels pour la vie française, et ça nous a porté en développant plus facilement nos ventes. C'est vrai que derrière, le retour Covid a été plus dur pour nous économiquement, mais la période Covid a été plutôt face, puisque les gens ne sortaient pas, se donner le temps d'acheter une bonne bouteille, donc des produits peut-être un peu plus de qualité, ou en faisant plus attention à ce qu'ils faisaient que par le passé. Et donc, ils ont mis plus d'argent sur des produits qui auparavant dépensaient en sortant, avec la marge du coup des restaurateurs ou ça. Et donc, nous, ça a été plutôt une embellie au niveau de notre business, quoi. Donc, David, vous rencontrez Patrick. Alors, Patrick, vous allez nous raconter cette histoire. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette galère? Alors, moi, j'étais, pas en retraite parce que je suis un peu jeune, mais j'étais en arrêt professionnel. Et je cherchais en fait à savoir comment passer mon temps et à aider des entrepreneurs. Et par hasard, complètement par hasard, par l'intermédiaire d'un ami, même pas d'un ami commun, de connaissances communes,
Je suis venu passer 2 jours avec David à Bordeaux d'abord pour qu'il me raconte un peu le détail de son activité. Tout de suite, on a eu de bons contacts humains. C'était juste humain, on n'a pas beaucoup parlé des produits. Et on s'est tapé dans la main. Il n'y a pas eu de... Alors on s'est dit des choses, on s'est tapé dans la main, on a démarré sans passer par des avocats ou quoi que ce soit. On est parti dans l'aventure ensemble, quoi. Mais j'allais dire, vous avez compris quoi quand vous avez rencontré David? J'ai compris qu'il y avait des intentions qui étaient bonnes, qu'il y avait une volonté de changement, de faire des choses différentes sur une industrie qui est quand même en France, qui est l'industrie des spiritueux, qui est une industrie, on va dire, lourde, qui est une industrie qui est très profitable, qui est une industrie qui fait que la balance commerciale agricole française est positive, et qui avait des choses peut-être à faire différemment. Alors, à notre échelle très petite, on essaye de faire bouger les lignes, on essaye de changer avec des sous-commissions dans les fédérations françaises, d'essayer de faire bouger les choses. On se rend compte que c'est très très dur de faire entendre qu'un whisky, parce qu'il est whisky français, doit être fait avec de la matière agricole française, qu'un gin français aujourd'hui peut avoir l'appellation française avec des matières agricoles qui viennent de partout. Et c'est ça qu'on voudrait justement au moins faire comprendre aux consommateurs qu'il faut faire attention au petit logo tricolore sur une bouteille. Et nous, on s'essaye de se rapprocher de la terre en disant on se focalise sur la terre, à développer des matières agricoles bio propres pour ensuite faire nos spiritueux. Bien, alors ça ne doit pas être facile de trouver sa place dans ce monde industriel et lourd. On les rencontre, nous, dans cette émission très souvent. Ils ont aussi leur éthique, leur démarche, etc. Vous n'êtes pas en concurrence. Vous êtes là pour dire, voilà, nous, on voudrait travailler autrement et on voudrait vous le montrer, puis venez goûter nos produits. Alors, comment est-ce que ça se concrétise, David, vous voulez répondre à cette question? On passe la parole ensuite à Patrick. C'est exactement ça. Nous, l'idée, n'est pas d'être la première et la seule entreprise française à faire ce qu'on fait. Nous, c'est plutôt d'amorcer quelque chose, tout simplement, avec d'autres. C'est-à-dire qu'on fait une analyse de résidus de pesticides sur nos produits finis, en plus d'être certifiés en bio. Bien sûr, certains vous disent qu'il n'y a pas de chimie dans les distillats. Nous, l'idée, c'est surtout de ramener le sujet autour de la matière agricole et de dire, si on ne met pas de chimie sur la matière agricole, que ça se retrouve ou pas dans le produit, c'est une chose, mais surtout, ça ne se retrouvera pas dans la nature. Donc, Jean-François Decroix le premier, mais tous les agriculteurs avec qui on travaille sont d'accord pour recevoir n'importe quel agriculteur en céréales, en vignes, pour lui former, pour lui dire comment c'est possible, techniquement, culturellement, de s'occuper de plantes sans chimie lourde, sans chimie de synthèse. C'est là notre élan. On a des agriculteurs qui travaillent pour nous sur les céréales. Ils sont encore en conventionnel sur des lapins, sur de la vigne. Ils sont en transition. On ne veut pas opposer les camps. Au contraire, on veut montrer que c'est possible de le faire. C'est tout ce qu'on veut montrer. Et on veut insuffler, donc on a mis en place le modèle économique, on a analysé au niveau des sols, au niveau des plantations, on crée en fait une espèce de banque de données et de fonctionnement qu'on met à disposition de qui le demandera. Et c'est pour ça d'ailleurs on cherche un partenaire stratégique important à notre phase actuelle, parce qu'on voudrait pouvoir diffuser ce message de façon plus large. Et comme bien sûr, il y a besoin de finances, il y a besoin d'aide, il y a besoin de soutien. Donc on est dans une ouverture plutôt que dans un dualisme. Alors si quelqu'un nous entend, il vous contacte où et comment? Eh bien, Vivant, Alcool Vivant, vous trouverez nos coordonnées sur Internet avec plaisir. Et surtout, on se rencontrera parce que ça passe toujours par une rencontre humaine. Oui, alors justement, en parlant de la rencontre humaine, moi j'ai vu maintenant, il y a des salariés, depuis que vous êtes là aussi, Patrick, et que non seulement vous voulez que le vivant soit dans les bouteilles, mais aussi que les gens, c'est aussi une histoire de personnes, et vous êtes très sensible aussi bien aux producteurs qui vont vous amener la matière première qu'à ceux qui vous entourent, avec qui vous faites corps, j'allais dire. Pour nous, il n'y a pas de cohérence à faire un produit bio, écologique, en se souciant de la terre si on ne se soucie pas des humains en même temps. Toutes nos matières, y compris les mélasses pour le rhum, sont bio, équitables, et on cherche à avoir du lien systématiquement. Donc, on est 3 employés et 3 associés à temps plein.
Et il n'y a pas de hiérarchie. On est plutôt sur un modèle horizontal où chacun a un champ de compétences qu'il va mettre au service du vivant. Et c'est là l'importance pour les gens qui nous rejoignent d'être en premier lieu au service du vivant et donc de l'amour, qui est la seule chose qui anime tout être vivant, en fait. Hein, que ce soit l'arbre qui tend vers le soleil, qui va plonger ses racines dans l'eau, ce n'est que le même champ de conscience et d'amour. Alors nous sommes au printemps, pratiquement, l'arbre bourgeonne où nous sommes, hein, on sent bien, on a du soleil, on a beaucoup de chance. Patrick, vous pourriez nous parler 2 secondes des produits avant qu'on aille les voir dans les chais. Oui. Donc l'histoire a démarré avec le cognac, ensuite le gin parce que les matières premières étaient là autour, le whisky et le rhum pour étendre la gamme. Et puis on a des réseaux de distribution qui sont bien distincts. Il a fallu, en tant que petite marque, s'adapter aux clients et non pas l'inverse. On ne pouvait pas imposer nos choses comme des plus grandes marques. Donc on a été obligé. On a été obligé de faire des gammes de produits par réseau de distribution. Donc on a une gamme, la gamme des portraits avec le whisky Ange et le whisky Silène, qui est plutôt destinée aux cavistes, restaurants, épiceries, petite épicerie je dirais. Ensuite on a une gamme qui s'appelle la gamme Bestiaire qui reprend les 4 produits, c'est-à-dire whisky, rhum, gin et cognac, qui elle est distribuée dans les grandes enseignes et dans les grandes épiceries bio, telles Biocoop, Naturalia, SoBio aujourd'hui. On a une petite gamme que l'on vient de lancer, qui est en plein développement, c'est la gamme Envol, qui traduit encore, qui est aboutie en termes de... C'est élévation, Envol, le nom parle bien, et c'est une gamme en 50 centilitres qui permet d'avoir pour le consommateur une gamme de prix plus abordable, parce que le prix, effectivement, est un facteur bloquant pour les consommateurs. Et puis on a une gamme qui était plutôt distribuée sur des chaînes, qui elle on l'a pas montré ici, mais ça fait 4 gammes de produits. Donc au total il y a 19 produits que vous pourrez retrouver sur notre site, acheter en ligne, et vous pouvez voir l'ensemble de nos produits. Donc c'est une gamme très large par rapport à la taille de notre entreprise, mais qu'on est obligé de maintenir pour justement satisfaire tout le monde. Bien, eh bien écoutez, maintenant on va aller vous suivre jusqu'au chai. Alors, comme promis, nous avons fait quelques kilomètres, un certain nombre de kilomètres pour arriver dans un endroit où est le stock. Vous voyez derrière moi les grandes cuves en inox, mais il y a surtout des barriques avec écrit « Vivant ». Alors, je vais me retourner vers nos 3 personnages qui se sont mis en rang d'oignon, comme les Dalton. Et j'ai même à côté de moi la responsable de production, Sophie Lambert, à qui je vais demander, puisqu'elle nous a presque ouvert l'endroit, de nous dire ce qui se trouve ici, dans cet immense chai. C'est une cathédrale moderne, on va dire. Oui, c'est ça. C'est un chai qui est très très récent. Et on a une partie de nos stockages de whisky et de rhum en fût roux de chêne, mais aussi en fût neuf de chêne et d'acacia. Bien. Et donc, tout le stock n'est pas là. Enfin, c'est quand même énorme. Vous avez un peu une notion de valeur de ce qu'on a ici en quantité ? Ici, en volume, on est à peu près à 150 hectolitres volume. Bien. Alors ça, si on le traduit en français, ça donne quoi ? Ça donne quoi ? Ça donne à peu près 15 000 litres d'alcool en whisky et rhum. Bien, à 70 degrés, nous dit Patrick. Pour juste préciser, ça fait environ 25 000 bouteilles équivalent. Si on mettait tout ça en bouteille, ça ferait 25 000 bouteilles. D'accord. C'est à peu près un 5e de notre stock. Alors l'autre stock, il est où ? Dans la région de Cognac. Donc nous, pareil on n'a pas d'alambic, on n'a pas de terre, on n'a pas de chai non plus, on n'a pas eu les moyens donc on loue des chais entre. Là, on est à Chantillac et autour de Cognac. D'accord. Alors quand on est responsable de production, ça veut dire quoi, Anne-Sophie ? Alors pour Vivant, responsable de production, c'est surtout de la coordination entre nos différents partenaires, acteurs, pour partir depuis le champ jusqu'à la bouteille. Donc voilà, c'est coordonner toutes ces étapes pour obtenir un produit fini qui nous convienne, qui corresponde à nos valeurs et qui soit bon et joli dans la bouteille. Alors joli dans la bouteille, effectivement. Tout à l'heure, on était à côté des bouteilles sous le bel arbre en face du siège de Vivant. Comment on travaille le packaging et comment on choisit les bouteilles et pourquoi ?
Alors en termes de packaging, en fait, on va travailler. Alors il y a des normes dans le milieu des spiritueux, donc il y a des choses qui sont assez classiques sur les formes de bouteilles, sur les formats dans tous les cas. Et après, il y a la patte artistique de l'équipe, des graphistes que l'on va rencontrer, qui nous permettent d'obtenir des projets qui nous correspondent et qui font ressortir pleinement nos produits. Alors maintenant, tout ça, on a à peu près bien compris. On a parlé avec David et avec Patrick de la philosophie du vivant à travers ceux qui travaillent aussi dans l'entreprise. Comment est-ce que vous avez rejoint l'entreprise et comment vous vous y sentez et comment vous y participez? Alors, un peu comme toutes les rencontres qu'a fait David sur Vivant, c'est une rencontre par des amis interposés et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il a bien voulu m'inclure dans l'aventure de Vivant. Pour moi, c'était une super opportunité. J'ai beaucoup grandi depuis quelques années déjà avec Vivant. Et après, la fin de... Non, ça fait, quand on dit, justement, on y vient quand on dit grandir. Oui, je pose des fois plusieurs questions à la fois, donc c'est pour perdre les gens. Non, pas du tout. Mais justement, comment ça vous a fait grandir? Parce que moi, je viens pas du tout du milieu des spiritueux. Même si j'ai une culture familiale qui vient du cognac et où du coup j'ai un attrait très particulier sur les spiritueux. Donc par l'intermédiaire des rencontres qu'on a fait avec notre consultant sur les développements et les assemblages de nos produits, Jean-Luc Brault, qui m'a fait connaître énormément de choses. Et puis par des formations aussi qu'on peut faire en parallèle, où là on va rencontrer d'autres personnes qui nous initie assez facilement, finalement, de façon assez ludique et grâce auquel j'ai pu progresser très, très rapidement. Donc vous êtes heureuse dans cette entreprise collégiale? Ah oui, complètement. Oui, non, c'est vraiment du travail d'équipe qu'on fait tous ensemble. Il faut être un petit peu couteau suisse quand même, parce qu'il y a beaucoup d'étapes à coordonner et c'est super enrichissant, humainement et professionnellement. Merci de votre témoignage, Anne-Sophie Lambert. On vous souhaite longue vie dans Vivant, si j'ose dire. Hein, voilà. J'en reviens donc à Patrick et à David pour nous dire où est-ce qu'on vous trouve quand on veut acheter vos produits, comment on vient vous rencontrer. Et puis, voyez, je pose effectivement plein de questions. Quel est l'avenir de l'entreprise? Alors, je ne sais pas qui veut répondre en premier. David? Demandez du vivant. Vous allez acheter des spiritueux, des spirituels, j'allais dire. Où que vous alliez, vous demandez du vivant. En fait, nous, notre but, ce n'est pas d'enrichir notre marque, c'est de développer le vivant. Donc, demandez du vivant, demandez un produit qui n'a pas utilisé de chimie de synthèse, qui n'a pas d'additifs, que ce soit nos produits ou ceux des collègues. On est très, très peu sur le marché. Mais voilà, quel que soit le réseau, demandez du vivant. Plus techniquement, Patrick. Alors, on va aller vers Patrick Pêche. Donc, nous, on a, comme on vous l'a dit précédemment, des chaînes dans lesquelles on est. Donc, chez Biocoop, vous avez nos produits avec les petits animaux, Bestiaire, la gamme Bestiaire. Vous avez chez Nicolas un whisky de Noël qui est notre whisky. Vous avez chez les cavistes nous connaissent. Alors, pas encore tous, mais certains cavistes nous connaissent parce qu'on a fait des salons et on est connus, reconnus. On a récemment eu une appellation qui, pour moi, pour nous, valorise le travail qu'on fait, qui s'appelle Planet Score, qui est quelque chose qui met en toute transparence tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qui s'occupe de la biodiversité, de l'environnement, des pesticides, du climat, et qu'on est les seuls. En fait, on est les seuls, aujourd'hui en France, à avoir été transparents et à s'être soumis à la moulinette Planet Score pour évaluer tous nos produits. Donc, on a une note comme un peu le Nutri-Score, A, B, C, D, E. Tous nos produits sont A ou B, principalement A. Et pour le rhum, comme on traverse un peu, il est B. Mais sinon, tous nos produits sont A parce qu'on est tout local et on est transparent sur tout ce qu'on fait. Alors vous avez rejoint aussi l'aventure. Ouais. Comme j'ai demandé à Anne-Sophie, est-ce que ça vous a transformé ou est-ce que ce choix de vie, vous ne le regrettez pas aujourd'hui? Non, en fait, j'avais décidé d'arrêter ma carrière professionnelle précédente pour changer. Et la rencontre avec David a fait que ça s'est concrétisé par une nouvelle aventure. Donc j'avais décidé de changer et j'ai trouvé une raison à mon changement à travers David et à travers Vivant.
Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous avez esquissé le mot traversée, parce que le rhum, évidemment, il est pas fabriqué ici. Comment ça se passe pour le rhum? On l'avait évoqué il y a des années dans la précédente émission. Je crois même que vous vouliez prendre des voiliers pour traverser. David. Et justement, la construction s'achève du voilier en juin. Et j'ai rendez-vous à 16h aujourd'hui, que j'oublie pas, avec justement pour prévoir donc premièrement le rapatriement des matières premières et l'exportation sur les États-Unis. C'est un triangle qui se faisait avec d'autres denrées à l'époque. C'est un triangle dans lequel on participe avec la société TOT, Trans-Océanic Wind Transport, Guillaume Legrand, que je connais depuis des années, et on a réservé justement des emplacements pour ça, pour diminuer notre impact carbone sur le transport des matières premières pour le rhum. Même si le cœur de notre ADN, c'est la Charente, c'est l'orge, c'est le cognac et c'est forcément les baies de genièvre aussi pour le gin. Mais comme on est sur ce créneau-là, tout ce qu'on peut améliorer, on essaye de le faire. Sur les bouchons, le liège au Portugal, du liège bio, sur l'origine du sable, sur les bouteilles en verre, sur le hêtre français, sur les têtes des bouchons, et donc sur le transport forcément des mélasses qui viennent et qu'on distille en France. Alors, je voulais vous poser la question de l'avenir. Vous êtes en train d'y répondre pratiquement. Comment voyez-vous les choses avancer? De toute façon, c'est qu'une question de temps, de réglementation. Nous, on fait les choses par le cœur, spontanément. Et tous les gens qui participent à Vivant, c'est un élan, parce qu'on n'est pas sur un créneau qui est porté par une demande de masse des consommateurs. Donc, on le fait pour un élan personnel. Mais on sait qu'invariablement, c'est un produit alimentaire qui rentre dans la bouche des consommateurs. Donc, il va y avoir des réglementations sur les intrants, sur les additifs qui sont mis dedans. Il va y avoir une réglementation sur les produits de synthèse, sur la partie agricole, et donc sur tous les additifs, il va falloir lister tout ça. Donc on sait que c'est qu'une question de temps, on n'a aucun doute, les associés, c'est pour ça qu'on a des gens qui rejoignent encore l'aventure, parce qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, la question, c'est est-ce qu'on tiendra la durée, parce qu'on ne sait pas quand ça arrivera, mais que ce soit les réglementations européennes, françaises, locales, ou le bon sens, et l'élan du cœur des gens, que ce soit un axe ou l'autre, on n'a pas de doute sur le fait que les produits qui rentrent dans l'alimentation humaine vont devoir montrer transparence, traçabilité et qualité. Merci David Mimoun, merci Patrick Pech, merci Anne-Sophie Lambert pour cette émission de la Vigne des Hommes plus particulière, avec ce logo vivant qui parle à tous et à chacun et à chacune d'entre vous. Et puis moi je vous dis au mois prochain pour une autre émission de la Vigne et des Hommes.